On est en direct, il est là, il est présent sur le plateau en pleine campagne. Il a pris un petit peu de temps pour nous et pour nous parler de cette campagne. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Je sais que la campagne bat son plein dans la circonscription 2, que vous avez un planning très chargé. Alors merci d'avoir pris ce temps ce matin pour venir sur le plateau, puisque depuis le sud, c'est pas forcément facile avec les bouchons. Comment se déroule cette campagne, Mansour Kamardine? Disons, dans les meilleurs auspices, il y a de la mobilisation, il y a de la volonté, il y a de l'engagement. Tout le monde est là, ça me fait plaisir de retrouver les Mahorais. Après 5 ans de la tête sur le guidon, ça me permet de revenir un petit peu, d'aller dans les maisons, aller manger un peu de pangou avec les unes et les autres, d'écouter, d'échanger et tout ça. C'est, bref, retrouver ce qui est en fait le fondement même de la politique, c'est-à-dire la rencontre des populations, la relation humaine, la chaleur de la relation humaine. Et ça fait partie des choses qui me plaisent, oui. Alors justement, à propos de relations humaines, vous avez hier adressé à la presse une réaction suite aux événements dramatiques de Koungou. Alors évidemment, Koungou n'est pas sur votre circonscription, mais il y a sur votre circonscription des lieux aussi sensibles et qui pourraient à tout moment basculer. Qu'est-ce que vous quand on est député comme vous, qu'on a une expérience politique aussi importante que la vôtre, quand on voit ce qui se passe à Koungou, qu'est-ce qu'on ressent au fond de soi quand on est député? À la fois un sentiment d'exaspération, un sentiment de colère. J'ai été heureux de constater qu'il y a eu enfin une réaction du côté du gouvernement. Ça nous a beaucoup manqué par le passé, parce que nous avons eu des violences qui, malheureusement, qui s'amplifient. Et aujourd'hui, selon Eurostat, Mayotte est le territoire où le taux d'homicide est le plus élevé et on n'arrive pas à endiguer le phénomène. Et voir que, enfin, le gouvernement a accepté de réagir, c'est une excellente chose. Et je voudrais, moi, en ce qui me concerne, naturellement adresser mes vœux, mes condoléances plutôt à la famille. Avec cet espoir qu'effectivement, très rapidement, la justice mettra la main sur le ou les auteurs de ce drame. Et puis dire que nous ne pouvons pas décemment continuer comme ça dans la violence. Il y a des efforts qui ont été faits en termes de mobilisation parce qu'on vient de très loin. Il a fallu pendant 5 ans, quasiment semaine après semaine, mois après mois, à crier à la tribune de l'Assemblée, interpeller les gouvernements successifs pour leur dire la situation dans laquelle nous trouvons et faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience au niveau national. Je crois qu'on y est arrivé. Il y a eu des effectifs qui ont été des renforts d'effectifs, c'est une excellente chose, mais le compte n'y est pas encore. Je souhaite vraiment qu'on aille encore plus loin. Et puis enfin, vous dites réagir quand même pour la pédagogie de ceux en direction de ceux qui nous écoutent. Vous savez, quand vous êtes député de la 2e circonscription, on dira vulgairement député de la 2e circonscription, député de Mayotte, mais en fait on est député de la nation. Ce qui veut dire que l'ensemble des sujets qui intéressent la nation, ce sont mes sujets et je dois pouvoir y prendre part. Et a fortiori, quand cela se déroule à Mayotte, et a fortiori, quand on peut les retrouver aussi bien dans la première que dans la 2e, ce sont des sujets, moi, qui m'interpellent. Et tout ça, j'ai eu l'occasion de le dire. Déjà en 2016, j'avais lancé un cri d'alerte et un cri d'alarme. Attention, nous allons au devant d'une guerre civile. Nous y sommes malheureusement en plein dedans, oui. Depuis plusieurs mois. Et donc, il faut absolument, le malaise, le phénomène est profond. Il faudra du temps, mais il faudra aussi des moyens. Moi, je crois qu'il faut absolument que le gouvernement, l'État, accepte de reconnaître qu'il y a ici, au bas mot, 400 000 habitants. Il faut paramétrer les forces par rapport à cette population-là. On est encore à paramétrer des forces en fonction d'une population de 290 000, 300 000 habitants. Donc, on est encore en deçà des réalités, des besoins et des réalités.
Alors, vous ne manquez pas d'interpeller à la tribune de l'Assemblée nationale les ministres, etc. Récemment, vous avez questionné Éric Dupond-Moretti, qui vous a répondu d'ailleurs, et vous avez communiqué, rendu public, comme très souvent d'ailleurs, la réponse qui vous a été faite. Dans ce courrier, Éric Dupond-Moretti dit que, effectivement, le travail pour la seconde prison a commencé. Vous êtes également conseiller départemental de Mayotte. Est-ce qu'une demande du ministère de la Justice pour un foncier a été formulée auprès du conseil départemental? Le garde des Sceaux a formulé une demande au sujet de la construction de la cour d'appel, enfin de la cité judiciaire. Et le département a répondu favorablement. Le département a répondu, donc le département est tout à fait disposé à accompagner le gouvernement, le ministère de la Justice. Le président l'avait d'ailleurs annoncé. À chaque fois qu'on nous sollicitera, on aura besoin sans doute de la construction d'une deuxième prison, pour parler vulgairement. Mais nous aurons aussi besoin sans doute des centres d'éducation. Moi, je m'imagine un centre d'éducation de type intermédiaire entre le RSMA et les centres fermés. C'est-à-dire des centres où on prend des jeunes, on leur apprend le b.a.-ba de la vie sociale. Se lever le matin, dire bonjour, se laver, se brosser, travailler pendant un certain temps, 6 mois, 1 an, pour les remettre dans le flot et les renvoyer dans le circuit normal, si je puis dire, de la vie sociale. Ça me paraît extrêmement important. Mais ça me paraît également important, et ça m'a été dit, comme je le disais tantôt, j'ai été visiter des endroits difficiles où les gens vivent dans des conditions extrêmes. Je pense notamment à Tsunzu 1, Tsunzu 2, où j'ai rencontré des gens qui m'ont montré leurs conditions de vie et je pense, et qui m'ont parlé des questions de sécurité, que ce soit ici, dans ces deux villages, que ce soit à Vaïbé, où les gens me disent « il y en a marre, on ne supporte plus ces situations, il faut absolument que vous preniez des dispositions législatives et réglementaires adaptées à la situation, parce que la loi qui est applicable aujourd'hui est inadaptée à la situation, donc pour permettre d'endiguer ces phénomènes. » Alors, naturellement, je n'ai pas la solution miracle, il faudrait y réfléchir. Et puis, ce n'est pas le député qui fait, mais le député suggère, propose des solutions. Donc, il faudra que nous soyons imaginatifs, que nous réfléchissions ensemble et suggérer des solutions, oui. Alors, il y a un autre sujet qui est, je dirais, quelque part corollaire à celui-là. C'est la montée en intensité, finalement, des exactions commises. Je vais prendre un exemple sur votre circonscription, Bandrélé, la semaine dernière. Visiblement, un étranger en situation irrégulière, décasé de Nyambani, qui se permet, sur Internet, de proférer des menaces à l'encontre du maire de la commune, des habitants de Bandrélé et plus largement de tout le monde. Est-ce qu'on a la bonne méthode avec ces gens-là, finalement, quelque part? Je ne sais pas s'il y a une bonne et une mauvaise méthode. Une chose est certaine, il faut que l'État soit ferme. La force doit appartenir à l'État et à la loi. On ne peut pas imaginer que sur un territoire comme celui-ci, quelqu'un vienne menacer un élu de la République. On l'a vu à Congo, oui bien sûr, on l'a vu à Congo, on l'a vu à Ouangani, on le voit là. Mais je pense que pour réussir cette bataille, il faut qu'on soit aussi honnête avec nous-mêmes. Il faut que nos compatriotes mahorais sachent que quand on donne une facture, quand on loge quelqu'un, ainsi de suite, qu'on héberge des clandestins, tout ça, c'est ce qui est arrivé à Nyambani. Nyambani était ce qu'on appelle un tobé. Aujourd'hui, c'est devenu un village parce que et les propriétaires ont fermé les yeux, et les élus municipaux ont fermé les yeux, et l'État a fermé les yeux, et on est arrivé à ces situations-là. Et c'est un peu partout la même chose. Moi, j'avais annoncé il y a déjà une vingtaine d'années, j'avais dit attention, le traitement que nous avons quand on voit les forces de l'ordre qui viennent interpeller une personne en situation irrégulière, où ce sont les populations mahoraises qui se mettaient au-devant des forces de l'ordre. Aujourd'hui, on ne le voit plus, mais le mal est déjà fait, il est très profond. Donc il faut que chacun se ressaisisse, y compris les personnes d'origine
étrangères en situation régulière ici, et c'est le discours que j'ai entendu dans ces localités que j'ai nommées tout à l'heure, eh bien, il y a cette prise de conscience. Donc, il faut que cette prise de conscience s'amplifie. Nous ne pouvons pas dire, c'est mon voisin dans l'île d'à côté, donc il arrive là, je le prends, ainsi de suite. Ça ne peut pas continuer. Quand on a assisté à un procès récemment, au procès des coupeurs de route, oui. Sur 10 ou 12 personnes qui étaient été interpellées, jugées et condamnées, les 12 étaient en situation irrégulière. On ne peut pas, je crois, fermer les yeux à ces situations-là, à ces phénomènes-là. Il faut qu'on arrive à dire non, ça suffit, et qu'on permette aussi à ceux qui sont là, à celles et ceux qui sont là, qui ont déjà leur titre de séjour, donc que l'État a accepté qu'ils sont régularisés ici, il faut qu'on leur permette de partir, pouvoir aller faire peut-être éventuellement s'installer à La Réunion, s'installer à Paris, ne serait-ce que voyager, aller revenir, peu importe, mais qu'ils aient la liberté de circulation, ça découpera la pression qu'il y a sur la cocotte minute, sinon on continuera à exploser. Moi, je crois que ce sont toutes ces actions-là, il n'y a pas une action, et puis il y a sans doute, s'agissant de maîtrise des frontières, il faudra sans doute prépositionner nos forces du côté de Mzamboro, et c'est pour cela que je vais appeler solennellement, même si ce n'est pas dans ma circonscription, pour reprendre votre expression, solennellement nos compatriotes de Mzamboro de réfléchir. Il en va de la sécurité de l'ensemble de la population, à commencer par les populations de cette localité. Il faut que il faut que les forces de l'ordre, la PAF, puissent s'installer sur l'îlot de Mzamboro, être au contact direct des départs d'Anjouan, ça me paraît extrêmement important. Alors, il y a aussi la question de la pauvreté. La misère, effectivement, est un feu qui alimente quelque part l'insécurité. Si vous êtes réélu député, Mansour Kamardine, le 19 juin prochain, qu'est-ce que vous allez faire pour cette fameuse convergence sociale, c'est-à-dire la retraite, les minimums sociaux et les autres sujets autour de ça? Pourquoi voulez-vous que ce soit le 18 ça peut être le 12. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Non, plus sérieusement. Mais vous êtes 10 quand même. Non, plus sérieusement. Il faut un peu d'humour aussi. Bien sûr, surtout dans ces sujets difficiles. Comme disent les Maorais, on n'est pas au cimetière, on peut rigoler un peu. Non, plus sérieusement, moi je suis un forcené de l'égalité sociale. Je l'ai démontré de 2002 à 2007. J'ai repris la bataille en 2017. Je continue à militer. J'ai fait partie de ceux. Je rappelle simplement qu'en 2002, quand je suis arrivé comme député, le SMIC était 450 €. À la fin de ma mandature, le SMIC était passé à peu près à 800, 900, un peu plus de 900. C'est dire qu'on avait fait un effort, enfin pas moi, c'est pas de l'argent qui sort de ma poche, mais les partenaires sociaux, le gouvernement, les autorités, enfin les acteurs en tout cas économiques et sociaux avaient fait l'effort nécessaire pour qu'il y ait ce rattrapage. Et puis il y a eu un frein qui a été mis au moment même où François Hollande vient annoncer l'égalité salariale. Il y a eu un dispositif réglementaire qui a été pris qui continue à amplifier l'écart entre le SMIC de Mayotte et le SMIC national. Il y a la question de retraite. On ne peut pas imaginer, le président de la République est venu ici, il nous a dit que ce n'est pas acceptable que ceux qui ont une vie entière, une vie professionnelle entière, 40 années d'exercice, qu'ils aient un SMIC de 300 €. Donc il faut qu'on arrive. Et il y a cette idée de mettre le minimum retraite à 1 000 €, il faudra impérativement que cette mesure s'applique à Mayotte, parce qu'on est sur le territoire. Vous vous battrez pour ça, Monsieur Kamardine ? Mais bien sûr, parce qu'on est sur le territoire le plus, vous avez dit le plus pauvre, mais aussi où le coût de la vie est le plus élevé. Donc il y a ça, la question des minima sociaux. Expliquez-moi, comment peut-on imaginer sur un territoire où la population est la plus pauvre, le coût de la vie est le plus élevé, qu'on ait un RSA à 50%, des allocations familiales à 50%, qu'est-ce qu'il y a encore, l'allocation, l'ASPA, l'allocation qu'on dit l'argent des bas-cocos à 50%, on marche ici sur la tête. On ne peut pas continuer comme ça si nous voulons la paix. Donc oui, il faut militer. Alors, au départ, c'était programmé pour 2036. Le président de la République l'a annoncé pour 2031. Moi, je milite pour que ce soit, et c'est aussi un vieux combat, c'est dans toutes les déclarations que j'ai faites à l'Assemblée, pour 2026.
Pourquoi 2026? Moi, j'aurais aimé que ce soit demain matin, mais si je dis demain matin, les gens ne prendront pas au sérieux. Par en revanche, 2026, je pense que c'est jouable. Il y a le temps financier pour préparer, c'est ça, en fait. Voilà, pour les inscriptions budgétaires et autres, je note d'ailleurs avec beaucoup de déception que l'ancienne ministre de l'Outre-mer avait, à 3 reprises à l'Assemblée, à Mayotte, je ne sais plus où, avait annoncé qu'on était dans la trajectoire. Et rien n'a été fait, tout est resté à 50% depuis. Donc vraiment, il faut que nous battions, et c'est ce que, oui, c'est une des priorités que je vais développer. La deuxième priorité, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le gouvernement est un peu loquace là-dessus, avec la cherté de la vie, avec la, comment dirais-je, avec les prix qui vont flamber, qui vont continuer à augmenter. À augmenter. On est déjà à 5% quand même d'inflation depuis le début de l'année. Mais on risque d'arriver rapidement à une bouteille de gaz à 50, 60 euros. Il faut qu'on se batte. Que la loi qui va limiter les effets ou canaliser les effets de l'augmentation des prix soit applicable à Mayotte, mais non seulement soit applicable à Mayotte, mais peut-être avec un chouïa au-dessus, parce que pour tenir compte justement de la cherté de la vie, car une bouteille de gaz, par exemple, à La Réunion est à, je sais pas, 22 euros, voilà, et à Mayotte, il est à 28. Il y a un vrai problème. Hein? C'est-à-dire, on s'appuie sur les populations les plus pauvres pour redresser les comptes de la nation. On marche sur la tête. Il faut qu'on arrête. Donc oui, l'égalité sociale, c'est une urgence. Oui, la canalisation de la flambée des prix est également une urgence. Oui, il faut créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi et c'est pour cela que j'ai proposé cette mesure qui consisterait à plafonner pour tous les investisseurs au-dessus de 100 000 euros à l'impôt à 5,5% d'impôt, comme on le fait dans d'autres régions ultra-périphériques, pour permettre l'investissement et à condition que le delta que vous épargnez au titre de l'impôt, vous le réinvestissez et vous créez de l'emploi. Et à ce moment-là, je crois qu'on arrive. Il faut sortir de cette situation dans laquelle nous nous trouvons tous les jours, où vous avez des familles, des jeunes qui viennent vous voir, monsieur le député, monsieur le conseiller, monsieur le maire, voilà, mon enfant vient d'arriver, il a bac plus 18, il ne trouve pas de travail, il faut l'aider. C'est une espèce de corruption intellectuelle. Si on a un marché de l'emploi qui fonctionne mieux, on n'aura pas besoin d'aller voir le conseiller ou le député pour après se sentir lié, notamment pour les votes, ainsi de suite, mais on se sentira plus libre. Donc je crois que vraiment il est de l'intérêt de la construction de la démocratie de ces territoires que nous libérions l'économie, nous favorisions la création d'emplois. Les jeunes ne demandent que ça, notamment les femmes que je vais saluer. Elles sont très actives dans la création d'entreprises et donc de la création d'emplois, parce que qui dit création d'entreprise dit création d'emplois. C'est au moins son propre emploi, effectivement. Voilà, déjà au moins, oui. Et puis celui de son voisin ou de son ami ou de son cousin, peu importe. Et donc ça crée de l'emploi. Bien sûr. Et donc c'est une excellente chose que de nous engager dans cette direction-là. Et puis, bien évidemment, il faudra que peut-être qu'un jour, nous nous interrogions sur les mobilités à Mayotte. Alors, il y a des projets plus ou moins engagés, machin. Il y a l'Académa qui fait un excellent travail comment dirais-je, avec le Caribus. Je considère pour moi que le projet est bon. En revanche, il est insuffisant. Il faudra sans doute faire autre chose. L'État ne fera pas l'économie de la construction du contournement de Mamoudzou, parce que c'est de sa responsabilité, car lier 2 bouts de route nationale devient une route nationale. Il faut que l'État accepte un jour de considérer ça. Autrement, vous avez fait un bel article que j'ai lu ce matin en arrivant sur les conséquences justement des difficultés de circulation où on perd 4% de PIB. Mais si c'était que 4% de PIB, on est au-devant des graves problèmes de santé publique. Ah oui, ça c'est sûr. Pour les gens qu'on voit, les gens qui se lèvent, qui ne dorment pas suffisamment. Moi, pour venir ce matin, j'ai quitté mon lit à 4 heures. Comment peut-on imaginer ça? Et c'est tardif par rapport aux gens d'Aqua, de Msamboro, de Boigny ou de Kani qui sont sur la route à 4 heures. Oui, qui sont déjà sur la route. Vous avez raison. Il faut absolument qu'on... Et quand on regarde, on voit bien que c'est uniquement sur les 2 tronçons de l'État, Koungou, Mamoudzou, Tsararano, Mamoudzou, on est sur des routes nationales que ça bloque. Il faut que l'État en convienne. Ça ne peut pas continuer. Et puis il faudra, à mon avis, continuer à nous battre sur les questions de l'université, une université de plein exercice, le CROUS, pour que nos jeunes, une fois avoir le bac, ils aient un peu de champ, un peu de liberté par rapport aux familles, desserrer un peu les liens familiales pour pouvoir s'émanciper mieux, davantage. Donc j'en déduis que si vous êtes réélu dès dimanche ou dimanche prochain,
vous avez encore matière à vous battre à l'Assemblée nationale pour nous. Tous les sujets sont prêts, quoi. Votre calendrier de travail est déjà opérationnel. Croyez-moi que si j'ai, à 63 ans, si j'ai accepté de reprendre la bataille, avec toutes les attaques dont je suis l'objet, machin, parfois qui me touchent, parfois que j'ignore, tout ça, c'est parce que je considère qu'il y a beaucoup de travail et que nous avons besoin, dans ce moment de turbulence forte, nous avons besoin d'un homme d'expérience. Je considère que j'ai cette expérience-là, avec Fazianti, ma jeune collègue, qui, à mes côtés, je vais essayer de lui filer comment dirais-je, la piquer au virus de la politique. Le virus de l'amour de Mayotte et des Mahorais. Parce qu'on ne peut pas construire ce territoire si on n'aime pas ce territoire et si on n'aime pas les Mahorais. Si on n'aime pas les gens qui vivent sur ce territoire. Et donc ça, c'est pas à la fac avec les bacs plus 18 que l'on prend. C'est très bien que nos jeunes et tout mon engagement politique a été concentré sur le développement de l'école à Mayotte. Et je continue encore parce que j'y crois. Mais nous avons besoin, à côté de la réussite scolaire et universitaire, également de la réussite sociale au contact des populations, de la culture mahoraise, et ainsi de suite, parce que c'est tout ça qui fait finalement la Mahorité, parce que la Mahorité sans laquelle rien de grand ne se construira ici. Merci Mansour Kamardine, bon courage pour dimanche. Merci. C'est la fin de ce temps. Juste peut-être un mot, dire à mes amis que nous nous retrouvons, deux choses s'il vous plaît, et que nous nous retrouvons cet après-midi à Porwani. Demain, nous allons défier le président Benissa chez lui à Mtsangamouji. Et puis surtout, dire aux uns et aux autres que l'imprimeur a s'est trompé de fichier dans l'édition de nos bulletins. Ah. Donc je demande à tout le monde, à tous ceux qui veulent porter leur suffrage sur notre nom, d'éviter d'utiliser les bulletins qui sont transmis par la poste. Il y aura d'autres bulletins dans les bureaux de vote qui seront les bulletins validés par la commission, et ce sont ces bulletins-là qu'il faudra utiliser. Donc vraiment, si nous voulons... Votez Mansour Kamardine, on prend le bulletin à côté de l'urne. À côté de l'urne, pas le bulletin qui a été transmis par la poste parce qu'elle n'est pas conforme à la réglementation. Super, le message est passé. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.